Bonsoir Marie-Odile. Bonsoir Magali. Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Marie-Odile Riffard, qui vient nous parler du dernier livre qu'elle a écrit avec Olivier Chambon et qui s'appelle « Oui, raison de croire en l'existence de la vie après la mort, lettre ouverte à ceux qui doutent encore ». C'est ça. Alors, moi, j'ai envie on va d'abord de te présenter. Donc, tu es psychologue clinicienne et psychothérapeute. Tu es une psychothérapeute ouverte, j'ai envie de dire, puisque tu dis toi-même que tu pratiques une thérapie holistique. Oui. Ce serait intéressant que tu nous expliques en quelques mots en quoi cette vision que tu as est plus holistique qu'elle ne peut l'être peut-être chez d'autres praticiens qui ont une formation de psychologue clinicien, puisque c'est une formation scientifique. Donc, Oui. voilà. Oui, c'est vrai que le métier de psychologue en fait et de psychothérapeute à la base s'adresse surtout à la personne dans son psychisme, c'est-à-dire dans le petit moi, on va dire. Oui. Et en fait, je trouve qu'il est important d'aller au-delà du petit moi et de prendre en compte une dimension, on pourrait dire transpersonnelle, hein. Il y a une approche psychothérapeutique qui s'appelle l'approche transpersonnelle, où on va au-delà justement de juste la personnalité ou le psychisme, le petit moi. Et on peut prendre une dimension qui va toucher plus grand au niveau de l'être, on pourrait dire global, quoi, que nous sommes. Et c'est vrai que ça, c'est pas enseigné forcément en fac de psycho. On ne dit pas au-delà du psychisme, il y a autre chose. Oui. Donc, on prend alors cette dimension supérieure, on va dire, le psychisme, mais également la dimension du corps physique. En fait, dans mon travail, j'inclus toutes ces dimensions-là, et notamment en travaillant avec tous les aspects émotionnels qui se manifestent justement en nous par des sensations physiques. Et pour moi, c'est très important de comprendre ça, que quand on est traversé par une émotion, qu'on laisse nos sensations exister et qu'on puisse accepter de ressentir pour justement laisser cette émotion nous traverser et se libérer. Et pas rester bloqué parce qu'on veut éviter de ressentir quelque chose de désagréable. Voilà, donc il y a le corps, le psychisme. Hein, donc le psychisme, ça inclut le corps émotionnel et le corps mental, nos espaces d'émotion et nos espaces de croyance. Et puis au-delà, le transpersonnel, au-delà donc du petit moi. D'accord. Alors justement, à propos de ce qui est au-delà du petit moi, Olivier et toi, vous avez écrit La conscience immortelle, La vie après la mort. Maintenant, vous écrivez à nouveau un livre qui est Oui, raison de croire en l'existence de la vie après la mort. Pourquoi cet intérêt particulier pour ces sujets? Alors, bon, déjà par le fait notre rencontre a été stimulante à ce niveau-là, de pouvoir écrire ensemble sur des sujets qui nous passionnent tous les deux. Et du coup, de pouvoir développer ça et de proposer à un large public, on va dire, des domaines qui sont peut-être assez pointus encore sur certaines dimensions, notamment quand on parle de la conscience ou d'une certaine façon de développer la science, justement, qui est au-delà du simple matérialisme. Ça, peut-être, on en parlera tout à l'heure. Et donc, ces sujets-là qui nous intéressent tous les deux depuis longtemps, voilà, ça a été l'occasion de notre rencontre, du coup, de pouvoir mettre en mots, on va dire, nos conversations, nos réflexions, et de les proposer pour pouvoir transmettre voilà, une sorte de synthèse un petit peu de tout ce qu'on connaît aujourd'hui voilà, sur ces sujets-là. Une synthèse qui n'est pas exhaustive non plus, évidemment, hein, parce que bon, il y a beaucoup de littérature là-dessus aujourd'hui, de plus en plus de gens s'y intéressent. Donc, nous, on participe à ce mouvement par ces livres-là. Et pour moi, donc ça, c'était surtout pour l'avant-dernier livre, donc, qui s'appelle « La vie après la mort », qu'on a aussi édité chez Larousse.
le dernier livre, donc je vais le montrer parce que je l'ai, moi. Oui, Enfin, on voit voilà. peut-être à l'envers, hein, du coup. Qui sort le 6 avril. Voilà, il sort le 6 avril. Donc, il n'est pas encore sorti. Moi, j'ai des exemplaires d'auteurs là qui Mhm. viennent d'arriver. Donc, celui-là, le dernier, on l'a écrit à deux, mais j'ai pris un peu le leadership, j'allais dire, sur ce livre en voulant l'adresser au plus grand nombre possible. C'est-à-dire que j'avais quand même constaté, quand je parlais de ces sujets avec des personnes qui viennent me voir, donc me consulter, j'avais besoin de leur donner quelques informations pour qu'ils puissent comprendre où je voulais en venir, etc. Mhm. Et je répétais souvent les mêmes choses. Je me disais, mais ce serait bien qu'il y ait un livre qui existe où on puisse trouver justement les choses simples. Bien sûr. Quand les gens posent une question, oui, ben, on va en parler après, mais je sais pas, quand on parle de la vie après la mort, comment c'est possible puisqu'on n'a plus de corps, donc on ne peut plus être vivant. Et voilà, donc du coup, tous ces questionnements qui sont logiques aussi, hein, de bon sens, et qui sont souvent entendus, ben, je me disais que ce serait bien qu'on puisse en écrire et puis avoir des arguments aussi à pouvoir apporter aux personnes très sceptiques ou qui n'ont pas d'informations, tout simplement. Donc, en fait, c'est surtout ça, ce dernier livre. Alors, moi, je trouve que là où c'est très intéressant, puisque j'ai eu la chance et le plaisir de lire le texte, c'est que tu es psychologue, Olivier, pour ceux qui n'ont pas vu la première interview sur Vibre Magazine, est médecin psychiatre, donc vous êtes tous les deux des scientifiques. Oui. Que vous travaillez, je dirais, de manière scientifique, puisque dans ce livre, on retrouve à chaque fois des références, des notes de bas de page, etc. Mais qu'en même temps, vous rendez ça effectivement très accessible. Et donc, c'est effectivement une belle synthèse, mais avec la possibilité pour les lecteurs d'aller plus loin, s'ils le souhaitent, et en fonction des 8 doutes que vous avez finalement isolés dans le discours général. Et donc, je te propose, sauf si tu as quelque chose à dire à ce propos, mais qu'on parle tout de suite de ces 8 doutes et que tu nous les développes au cours de notre conversation. Alors, le premier, c'est que ce sont des croyances et des croyances qui sont éventuellement en lien avec la religion ou les religions. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'un des arguments qu'on peut entendre, hein, je pense que si vous posez la question dans une assemblée ou si vous êtes dans une soirée, tout ça, vous dites alors la vie après la mort, est-ce que ça intéresse quelqu'un? Est-ce que vous y croyez? Qu'est-ce que vous en pensez? Et il y a toujours quelqu'un qui va dire ah, moi, je n'y crois pas. De toute façon, c'est des trucs religieux. C'est vraiment pas intéressant. Moi, j'y crois pas, quoi. C'est religieux. Et en fait, on peut avoir déjà l'idée que, en effet, ce qui est religieux jusqu'à très récemment, on va dire, c'était pratiquement les seules réponses qu'on pouvait avoir sur ces sujets-là. Quand les gens se posaient ces questions-là, qu'est-ce qui se passe après la mort, etc. Ce n'était pas à la science qu'on allait poser la question, on ne s'intéressait pas à ça, puisque pour la science, et ça on reviendra dessus, matérialiste, on va dire, parce que la science n'est pas le matérialisme, ce n'est pas la même chose. En fait, tout ce qui n'est pas visible, tout ce qui n'est pas mesurable, tout ce qui n'est pas, qu'on ne peut pas étudier de façon directe, n'existe pas. Tout à fait. Donc, en fait, ça restait du domaine de la religion. Et donc, effectivement, du domaine de la foi, c'est-à-dire de croire à quelque chose qu'on n'a jamais vu, par l'intermédiaire de personnes qui semblent savoir et qui nous disent ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut croire, comment il faut le croire, ce qu'il faut penser, pas penser, etc. Et puis là, on va dans du dogmatisme, c'est-à-dire il faut suivre les choses, et puis si on ne les suit pas, c'est dangereux, il peut se passer ça, il peut se passer ça, etc. Donc, moi, je suis tout à fait ouverte à entendre cet argument qui dit moi, ça ne m'intéresse pas parce que c'est religieux. Je n'ai pas envie de me faire berner. Je n'ai pas envie d'entendre du charlatanisme, des trucs là comme ça qu'on a entendus depuis des millénaires et qui, en fait, la science a bien montré que tout ça n'existe pas. Bon, alors, c'est complexe parce que, justement, de nos jours, on sait qu'il y a des tas d'expériences, de phénomènes qui sont vécus par des gens
Alors, tous ces phénomènes, notamment ce qu'on appelle les phénomènes périmortels, donc tout ce qui se passe autour de la mort, on les décrit rapidement au début du livre, Oui. parce qu'il y a peut-être encore des gens qui ne connaissent pas ces phénomènes, parce que moi, je me rends compte que je suis dans ce domaine-là, que ça m'intéresse depuis longtemps, donc je les connais, mais quand j'en parle, il y a encore des personnes qui ne savent pas ce que c'est une expérience de mort imminente, qui ne savent pas qu'il y a des personnes qui relatent qu'ils sont déjà sortis de leur corps, qu'ils ont fait des voyages hors du corps, ou qu'il y a des gens, au moment de mourir, souvent, quelques jours avant ou dans les heures qui précèdent, ils disent qu'ils voient des personnes qui viennent les chercher. Voilà, tous ces phénomènes, ou après des contacts avec les défunts, donc avant la mort, pendant la mort et après la mort, ces phénomènes-là, ils sont rapportés par des tas de gens, et dont des religieux et des personnes qui ne sont pas du tout religieuses, enfin, de tous les âges, de tous les milieux sociaux, au niveau international, c'est partout. Oui, j'imagine que de par ta pratique de psychothérapeute, ce sont des choses dont tu as dû entendre parler dans ton cabinet, des patients qui sont arrivés avec des questionnements par rapport à des choses qu'ils avaient vécues. Oui, tout à fait, tout à fait. Et en fait, ce qu'on peut observer justement par rapport à ce que là, on est sur le doute sur la religion, c'est de se dire, mais en fait, il y a des gens, ils ne sont pas du tout religieux, ils vivent des expériences qui les choquent d'ailleurs profondément et qui les bouleversent, alors qu'ils n'avaient pas du tout, à la base, d'éducation religieuse, ou qui ne semblaient pas s'intéresser à ça. Donc, en fait, on peut vraiment dire, il se passe des choses qui n'ont rien à voir avec la religion, mais qui sont du domaine de plans d'existence qui ne sont pas forcément celui dans lequel on vit. Et là, ça commence à ouvrir sur, tiens, mais c'est quoi qu'ils ont vécu? Ils sont allés où? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Bon, alors après, on va faire un peu le teaser, c'est-à-dire que je ne vais pas dire tout ce qu'il y a dans le livre. Donc après, les réponses sont à lire aussi. Voilà. Donc ça, c'était l'argument 1. Ah ben non, c'est religieux, donc ça ne m'intéresse pas. Mais et ce qui nous amène à l'argument 2, qui peut être aussi, ce sont des croyances faites pour les faibles, pour ceux qui ont peur de la mort. Et là, moi, il y a quelque chose qui m'a interpellée en lisant le texte, c'est le fait que les gens ne disent pas « je crois que », c'est maintenant « je sais ». Et donc, pour le coup, on n'est pas dans l'expression d'une croyance, qu'elle soit religieuse ou pas, mais bien dans une certitude qui, du coup, nous sort de cette idée de rattachement à un dogme. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, on pourrait se dire, donc là, dans cet argument, que les gens, ils ont besoin de croire à des choses pour se rassurer. Tu vois, pour, ah oui, comme ça, au moins, tout le monde a peur de la mort. Donc, quand on commence à croire à ça, on a l'impression que ça va nous rassurer, que voilà, oui, ça fait du bien de penser qu'il existe quelque chose après la mort. Pourquoi pas? Moi, je pense que c'est vrai que c'est toujours plus sympa de se dire il y a quelque chose qu'il n'y a rien, ça c'est clair. Mais maintenant, effectivement, il y a des arguments qui sont, on pourrait dire, dans les témoignages, les personnes, quand elles vous racontent, et si vous regardez des témoignages, notamment d'expériences de mort imminente, après ça peut être d'autres expériences d'ouverture de conscience, il y a quelque chose dans le témoignage qui est toujours très touchant, très bouleversant, on sent que la personne n'est pas en train de raconter quelque chose juste pour se rassurer. Et que les gens qui maintenant, comme tu disais tout à l'heure, savent parce qu'ils ont vécu quelque chose, pour eux, il n'y a plus de doute. Quand même, ça interroge. On se dit, bon, ils ont vécu quelque chose qui semble les avoir bouleversés, les avoir transformés. Alors après, c'est sûr que on peut alors là, on répond dans le livre. Là, je n'ai pas envie de donner toutes les réponses parce Non, que bien sûr. faut dévoiler. Mais c'est vrai que on peut penser ça, que c'est une façon de se rassurer. Mais quand les personnes, elles vivent une expérience de mort imminente ou une expérience d'ouverture de conscience alors qu'elles sont pas en train de mourir, justement, quand il y a quelque chose qui se passe. Parce que l'expérience de mort imminente,
c'est vrai que c'est au moment où les personnes sont en train de mourir, où elles sont par exemple elles sont opérées, et puis il se passe que le cœur s'arrête tout d'un coup, il faut les réanimer. Et donc là, effectivement, elles sont en état où elles sont prêtes à mourir, quoi. Mais il y a des personnes qui vivent aussi des expériences alors qu'elles ne vont pas mourir forcément. Elles ont des fois des expériences spontanées ou aussi, par exemple, la fear of death experience, c'est-à-dire qu'on croit qu'on va mourir, mais en fait, il n'y a pas de mort du corps et Mhm. il y a une expérience qui est vécue. Mhm. Il y a aussi, bien sûr, les expériences de mort partagée, c'est-à-dire des Oui. gens qui accompagnent les mourants et qui, à ce moment-là, vivent un début d'expérience de mort imminente. Donc, où l'espace commence à se déformer, une sorte de lumière qui arrive, ils ont l'impression qu'ils ne sont plus dans leur corps, ils accompagnent en fait le mort, alors qu'eux, ils sont en très bonne santé. Bon, Oui, là, ils à n'ont ce pas inventé propos, ça, voilà. Mhm. j'imagine que tu as lu le livre Le Test de Stéphane Alix, Oui, bien où sûr. il parle de cette médium qui est en même temps aide-soignante et qui voit les morts ou les mourants se promener autour d'elle, quoi. Donc, Voilà, mais c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Les personnes qui accompagnent les mourants dans les études, parce qu'il y a des études là-dessus, sur tout ça. On ne part pas non plus que des témoignages, il y a des études oui, qui sont faites. Les personnes, souvent, c'est les personnels soignants, les infirmiers, les aides-soignants, les médecins, des chirurgiens, des anesthésistes réanimateurs, enfin des gens comme ça. C'est pas pour rien, par exemple, que Jean-Jacques Charbonnier, qui est très connu, qui est anesthésiste réanimateur, lui, il s'est intéressé à ces sujets-là parce qu'en fait, il a été confronté à ça lui-même. mhm. Donc, il s'est commencé à se poser des questions et il est parti dans l'étude et dans la découverte de ces phénomènes, quoi. Voilà. Donc, bon, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs on était arrivé jusqu'à là, parce qu'on parlait des béquilles pour les faibles. Mais en effet, donc ces personnes, quand elles vivent ça, elles ne sont pas en train de se dire ça, je vais me rassurer avec une croyance. Elles vivent quelque chose de concret, quoi, de réel, et qu'elles vivent même comme plus réel que le réel. C'est ce qu'on appelle le caractère noétique de l'expérience, donc qui fait ressentir quelque chose comme si c'était plus vrai que la réalité dans laquelle on vit là. Donc c'est étonnant parce qu'on se dit, mais c'est quoi qui est plus réel que le réel? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les témoignages se recoupent, que toutes les personnes qui parlent de ces expériences-là ont les mêmes mots. Bon, donc, et puis ça n'est pas quelques dizaines de personnes, c'est des millions de personnes sur la planète qui ont vécu ça. Donc, quand même, c'est pas anodin. Tout à fait, tout à fait. Alors écoute, je propose qu'on s'intéresse maintenant au troisième argument, Mhm. qui est il ne peut pas y avoir de vie puisque mon corps disparaît. Oui. Donc Oui. effectivement, Ouais, ça c'est vrai que du coup, se dire, mais on s'identifie totalement à notre corps physique quand on n'a pas d'autres informations, et on se dit, effectivement, le jour où je meurs, donc en disant je, c'est on parle du corps, oui, il y a plus personne, quoi. Donc comment c'est possible que je sois vivant autrement puisque j'ai plus de corps? Donc bon, alors il y a plein de choses qu'on peut dire là autour, ça peut être très très long, hein. Euh, bon, déjà l'idée que euh, on croit qu'on est notre corps et surtout qu'on est vécu et que le chef d'orchestre du corps, c'est le cerveau. Ça, c'est vraiment la croyance. Beaucoup de gens sont encore très, comment dire, ils ne peuvent pas imaginer une seconde que ce n'est pas leur cerveau. Souvent on dit ça, c'est mon cerveau qui m'a dit que, ah là là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau, nanana. Et en fait, tout ça vient du fait qu'on croit qu'il n'y a que la matière, donc mhm, que le corps physique. Et en fait, le paradigme, alors là, je vais un peu aller, même peut-être empiéter sur l'argument suivant, sur la science, mais donc on disait tout à l'heure, la science et le matérialisme, il ne faut pas les confondre. Quand on parle de science, on croit que c'est la science matérialiste. Mais il y a un paradigme scientifique, donc une grille de lecture différente scientifique, qui part sur d'autres principes de base. Le mhm. matérialisme nous dit il n'y a que la matière qui existe et c'est le cerveau qui régit tout ce qu'on vit. Comme si le cerveau, pour eux, c'est Dieu, quoi. Dieu cerveau.
Le paradigme matérialiste nous dit, en fait, le cerveau n'est qu'un exécutant et c'est la conscience qui est première. La conscience est avant et le cerveau a capté les champs de conscience et puis C'est après un les traduit. décodeur. Voilà, c'est le décodeur. Comme un peu un téléviseur qui va capter des programmes télévisés, Oui, mais les programmes ne sont pas produits par le téléviseur. Ben, c'est la même chose, ce n'est pas notre cerveau qui produit notre conscience. Donc ça, c'est comment on pourrait dire, le prémisse du post-matérialisme. Alors que le matérialisme nous dit le cerveau produit la conscience. Mais ça n'a jamais été prouvé. oui. Jamais. Donc on Oui, part de ce principe sans l'avoir jamais démontré. Donc, c'est intéressant ça, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert en vous écoutant, Olivier et toi, et en lisant le dernier livre d'Olivier, et puis l'épreuve de celui-ci, finalement, c'est le gros problème de la science, oui. matérialiste en tout cas, c'est de prouver que Hum, le cerveau produit la Produit conscience. la conscience, c'est Et ça. donc, c'est un peu fou de se dire que finalement, tout un paradigme est basé sur quelque chose qu'on n'a pas pu vérifier. C'est ça, c'est ça. Mais qu'on ne remet pas en doute parce qu'on pense que la science est sérieuse. De nos jours, on fait beaucoup plus confiance à des études scientifiques que à des choses qui sont, on va dire, évoquées comme ça en disant ben, on ne sait pas, mais il y a des phénomènes. Donc, c'est vrai que c'est intéressant parce que justement, par exemple, par rapport aux expériences de mort imminente, aujourd'hui, il y a des études scientifiques dans certains centres de recherche. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a qui sont faites quand même par des scientifiques matérialistes qui essayent de montrer, dans les neurosciences, à travers Oui, surtout oui. la science qui étudie le cerveau, comment le cerveau, c'est quelle zone du cerveau qui produit l'effet de sortir hors de son corps ou qui produit à la revue de vie. Enfin, je ne sais pas, on a entendu, mais des tas de choses où ils essayent de décortiquer l'expérience de mort imminente, de la couper en petits morceaux et puis d'expliquer chaque petit morceau, mais ils n'ont jamais encore réussi à expliquer la globalité de l'expérience. Ça ne tient jamais debout, en fait. Et moi, je me dis, ben, ils vont bien s'amuser à faire leurs recherches pendant longtemps parce qu'en fait, ils partent sur un truc de base enfin, après, bon, ben, chacun il va avec sa propre façon d'y aller, et tant mieux, hein, mais ils vont chercher longtemps, quoi. Il y a un moment où on peut se dire, bah non, en fait, ça ne se passe pas forcément comme ça. Mais est-ce Alors, que c'est pas parce que ça remettrait en cause, non pas seulement le fait qu'il y ait une vie après la mort, mais oui, plein d'autres et choses? plein d'autres choses, hein, ben ça c'est clair. De toute façon, ça remet en cause tout un paradigme, c'est-à-dire que plein de choses qui s'écroulent. Et Voilà. là, ce qui est intéressant, c'est que quand on va prendre l'hypothèse différente qui dit que la conscience est première, à partir de cette simple base, on va dire, on va expliquer mais des tas de phénomènes. Et c'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire qu'il y a une hypothèse qui va expliquer le plus de choses, une hypothèse simple, et jusqu'à ce qu'on puisse prouver le contraire, hein, jusqu'à preuve du contraire, cette hypothèse-là, elle explique beaucoup plus de choses que le fait de dire c'est le cerveau qui produit. C'est un peu une impasse, en fait, le fait de dire le Mhm. cerveau produit la conscience. Donc, voilà. Et alors, par rapport au fait que, oui, on n'a plus de corps, mais il y a quand même quelque chose qui se passe puisque notre conscience n'est pas notre corps. Là, on commence à se dire, ah ok, je commence à comprendre. Si mon corps, il meurt, c'est un peu comme si j'ai une voiture, j'ai un véhicule, voilà, toute ma vie, j'ai un véhicule, je conduis, c'est mon corps, qui est très intelligent, qui est génial, hein, c'est vraiment hyper intelligent, un corps biologique. C'est une technologie Oui, incroyable tout à fait. et en connexion avec notre conscience en permanence d'ailleurs. Mhm. Là, on est complètement imbriqué avec notre corps physique, mais le moment où ce corps-là, justement, il va être abîmé, il va devenir mort, il n'est plus animé par le vivant, la conscience va s'extraire de ce corps. Et à un moment, la conscience, elle va partir. En plus de ça, il y a aussi le fait qu'on n'a pas qu'un corps physique, on a des corps subtils. Et ça, c'est vrai que scientifiquement, ce n'est pas forcément encore démontré, mais il y a quand même au moins le corps énergétique qu'on peut visualiser par certains Oui, systèmes technologiques.
Donc, on a un corps énergétique, on a un corps émotionnel, un corps mental, comme un peu des poupées russes, hein, comme ça autour de nous, un corps astral. Après, bon, les gens, ils vont pas toujours donner le même nom, hein. Corps astral, corps de lumière ou corps spirituel, je sais pas. Bon, apparemment, il y en aurait encore d'autres, mais ce qui se passe, c'est qu'au moment où on meurt, c'est que notre conscience, donc, elle n'est pas bloquée dans notre corps. C'est un peu comme si tu avais une voiture, la voiture tombe en panne, mais toi, le conducteur, tu ne disparais pas. Tu peux sortir de la voiture et puis tu peux aller soit vivre autre chose à pied, soit aller prendre une autre voiture et puis aller ailleurs. Mais toi, tu es toujours vivant, tu es toujours là. Voilà, la conscience, c'est le conducteur, quoi. Et si on suit la métaphore, en plus, quand tu es dans la voiture, tu es limité par le toit, par exemple, où tu ne vois pas Tout à au-dessus. fait. Ouais. Tes vitres, elles t'empêchent quand même, elles rétrécissent ton champ de vision, alors que quand tu sors de ta voiture, tu vois beaucoup plus de choses. Exactement, c'est ça, tout à fait. Donc la métaphore, elle est pas mal pour mieux comprendre ça. Et donc, de comprendre que ce n'est pas notre cerveau qui contrôle tout et quand on n'a plus de cerveau, il ne se passe plus rien. Parce que c'est vrai que si on croit ça, effectivement, je comprends qu'on puisse se dire, ah bah, si j'ai plus de cerveau, je ne peux plus percevoir puisque j'ai plus… Mais on a d'autres corps qui ont aussi des perceptions. On peut avoir une vision astrale, on peut avoir une vision, une audition augmentée, quoi, si on veut. Mais les gens qui font des expériences de mort imminente, d'ailleurs, ce qui est assez fou, c'est notamment les aveugles, des aveugles qui ont fait des EMI et qui ont vu au Oui, alors que moment où dans leur alors corps physique, ils ne voient pas, en ils ne fait. voient pas. Donc, il y a une vision de l'esprit. Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Mais… Est-ce qu'on a eu des aveugles, des gens qui sont devenus aveugles, ou des aveugles de naissance, donc Ah qui non, les aveugles de naissance. Et des c'est aveugles ça qui est fou parce que… ils ne peuvent pas se souvenir. Mais oui, c'est ça. Et puis qui pourrait décrire, par exemple, parce que là, c'est intéressant de se dire que les gens, la première chose qui se passe au moment où on meurt, et ça, c'est toujours, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Première chose qui se passe, c'est qu'on sort de notre corps. Mmh. Et tout d'un coup, on est collé au plafond, ou en tout cas, on voit du dessus, et on voit une scène en bas, et en fait, on se sent super bien. Tout va bien. Et on ne comprend pas pourquoi tout le monde s'agite, qu'est-ce qui se passe, les gens se… Et donc, quelqu'un qui vit ça, par exemple, qui est aveugle, bah, il peut dire, tiens, mais il y avait tel médecin, il y avait tel appareil, j'ai vu qu'on m'a fait ça. Et puis, après, bon, bref. Et donc, il y a quand même des choses réelles qui ont été vues hors du corps, qu'ils ne pouvaient pas voir puisqu'ils étaient voilà, en état de mort sur la table d'opération. Comment ils ont pu voir, tu vois? Donc, rien que déjà des choses comme ça, déjà, ça Tout devrait à fait. interroger. C'est pas banal quand même. Non, non, tout à fait. Comment on peut laisser ça de côté alors qu'on peut montrer, prouver que c'était vrai, que dans la salle d'opération, il y avait bien ça, ça et ça, tu vois? Donc bon, Et une fois qu'ils réintègrent leur corps, la cécité reste la même, ah malheureusement. bah oui, puisque c'est biologique, c'est physiologique. Tout à fait. Donc voilà. Bah alors peut-être qu'après, ils ont peut-être des… Je sais pas. D'autres Ça, c'est perceptions, encore assez ouais, anecdotique, mais en tous les cas, c'est à quand même étudier, pas anodin. pour un prochain Mais livre. par exemple, voilà. Mais oui, parce que du coup, est-ce qu'il y a une autre perception qui se vit, tu vois? Voilà, mais Oui. bon. Mm. Alors, autre argument avancé, j'ai envie de dire, hélas, ce sont des troubles psy, des hallucinations, et je dis hélas parce que Mm. je pense à tous ceux qui vivent ça et puis qui ne se sentent pas autorisés à le raconter par peur de passer pour fou. Et là, votre travail est sans doute, c'est sans doute pour eux qu'il est enfin, ça fait Mm. partie des gens pour qui c'est important, en tout Bien cas. sûr, bien sûr, mais heureusement déjà depuis 45-50 ans quand même. Enfin, Oui. euh, dans les années Elisabeth 70, Kubler-Ross, enfin, le premier livre là, de Raymond Moody qui a commencé à parler oui. de la vie après la vie, ça a été un livre très important pour toutes les personnes qui avaient vécu ce genre de choses et qui ne pouvaient pas en parler parce que justement, ils étaient taxés de fous ou de menteurs, de délirants. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va sortir comme argument? Qu'est-ce qu'on va pouvoir amener comme argument pour dire c'est pas de la folie, c'est pas de l'hallucination?
Déjà, premièrement, que les hallucinations, elles sont des choses qui sont vécues de façon difficile. C'est des choses qui sont de la confusion. C'est vécu d'abord de façon qu'on appelle idiosyncrasique, c'est-à-dire qui est propre à chacun. D'accord. Il y a des tas d'hallucinations qui sont complètement différentes. Alors que les expériences de mort imminente, elles ont une structure commune, c'est-à-dire qu'il y a des étapes, que tout le monde ne va pas vivre forcément toutes ces étapes, mais qu'il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Donc, on a pu faire des étapes, en fait, comprendre, la première, par exemple, sortir de son corps. La deuxième, traverser une forme de tunnel, un pont ou quelque chose, une sorte de passage. Passage, oui. Être confronté tout d'un coup et attiré par une très forte lumière, extrêmement puissante, extrêmement, alors même pas éblouissante puisqu'elle est intense, mais pas éblouissante. Cette lumière est pleine de chaleur, elle est d'amour. On a juste une envie, c'est d'être irrésistiblement attiré par cette lumière. Rencontre d'un être de lumière, revoir sa vie comme sur un grand écran, se défiler, etc. Et débriefer un peu, on va dire, un peu avec un superviseur qui est l'être de lumière. Voilà, ça, c'est les étapes qui sont décrites par plein de gens. Donc là, ce n'est pas une hallucination parce que là, on n'est pas dans quelque chose de confus, quelque chose de douloureux, quelque chose qui est de l'ordre de la souffrance et qui fait peur et qui est complètement différent suivant les personnes. Là, il y a une structure, il y a quelque chose qui se déroule et qui peut être, alors même si c'est à chaque fois vécu de façon quand même unique par chaque Oui, personne, bien sûr. mais il y a Mais quand comme même… n'importe quelle expérience, de toute Et façon. voilà, exactement. Voilà. Donc, et puis, parler de délire, c'est aussi ne pas simplement être à l'écoute Bien des sûr. personnes en se disant c'est pas possible qu'il y ait des milliers, des millions de personnes qui mentent et qui hallucinent Bien au sûr. moins de la mort. C'est-à-dire que, et puis, encore un argument, et puis je ne vais pas tous les dire, mais le fait de vivre ce genre d'expérience, je dirais, alors statistiquement, je ne sais pas si le chiffre est exact, mais il y a au moins 90% des personnes qui vont te dire ça a complètement bouleversé ma vie. Oui, je me doute, je me doute. Alors qu'un délire, une hallucination, ça ne bouleverse pas ta vie. Ça ne change pas ta vie 30 ans après, quand on parle, tu es encore en train de pleurer parce que tu as l'émotion qui arrive, tu vois. Donc, bon, tous ces arguments vont quand même être intéressants à développer, quoi. Une petite question, Marie-Odile. Est-ce qu'on sait quelle est la proportion de gens vivant une EMI qui vivent ce type d'expérience? Donc, Tu veux dire… sur 100 EMI, eh bien, combien y en a-t-il qui vivent rien du tout? oui. Et combien y en a-t-il qui vivent cette expérience que tu viens de décrire? Ouais, alors bon, après ça, tu vois, c'est très suivant les statistiques, mais je ne me rappelle plus exactement. D'ailleurs, il faudrait que je regarde de près. Ça, c'est dans les bouquins, hein, donc, Oui. mais je me demande si c'est pas une personne sur 10 qui a vécu une opération ou qui a vécu une EMI. Il faudrait vérifier. Je ne voudrais pas dire de bêtises là comme ça en te disant ça comme ça. Non, mais ce Mais que je voulais dire, c'est parmi les gens qui vivent des EMI, j'imagine que tout le monde ne rapporte pas. toutes les étapes, tu veux dire, Oui, etc. enfin, Ouais. mais même simplement, est-ce que dès qu'on fait une EMI, Mhm. on vit d'office ces phénomènes que tu décris? Alors, pas tout le monde, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Ok. quand on fait une EMI, tu as des EMI, ce qu'on va appeler complètes, ou la complète, quoi, où il y a toutes les étapes. Et alors, des fois, il y a des choses extraordinaires. Les gens vont voyager dans le cosmos, ils vont être accompagnés par un être de lumière qui va leur faire comprendre des tas de choses. Il faut écouter les témoignages parce que c'est vrai que c'est fascinant, hein, de voir tout ce qui peut se passer. En plus, souvent dans un espace-temps qui semble complètement distordu par rapport à notre réalité temporelle ici. Alors, par contre, il y a quand même souvent des gens qui vivent les premières étapes, c'est-à-dire la sortie hors du corps, peut-être rencontrer un être ou quelqu'un. Ah oui, parce que dans les étapes, il y a aussi rencontrer les défunts de ta Oui, famille ou des proches qui étaient morts avant toi.
qui viennent te chercher ou que tu retrouves. Donc ça, c'est quand même assez fou, quoi. Et souvent, ça peut s'arrêter là. C'est-à-dire que, et après, on leur dit, écoute, c'est pas le C'est pas le moment, moment. ce n'est pas encore ton heure, qu'est-ce que tu fais là? Tu dois repartir, tu reviendras plus tard. Et en général, la personne n'a aucune envie de Oui. repartir parce qu'elle se sent tellement bien qu'elle n'a aucune envie de revenir dans son corps physique. Mais à un moment, elle se sent quand même le devoir de repartir. Ou alors, eh ben, on lui pose pas, on lui demande pas si elle est d'accord, on la renvoie. Mais donc, ouais, les premières étapes le plus souvent sont vécues, sortir du corps, rencontre de défunts. Et puis à un moment, on me dit, bon, bah non, c'est pas le moment. Et puis il y a des gens, bah, ils vont vivre l'expérience très, très impressionnante, très bouleversante et qui vont mettre des années à intégrer, quoi. C'est même pas le lendemain, tout va bien, quoi. Non, c'est une Mhm. expérience, ça met du temps à s'intégrer. C'est une expérience immense, intense. Olivier, il avait trouvé un terme que j'aime bien, c'est une expérience majeure d'initiation, Oui, MI. Donc oui, 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 ouais, c'est quand même fascinant ça. ok. Alors ensuite, on a aussi des gens qui pensent que si c'était vrai, la science l'aurait Mm. démontré. Oui. Alors, on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, Mhm. c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on appelle la science? Les scientifiques l'auraient montré, hein, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la science? Ben oui, on confond la science et le matérialisme. Donc, Matérialiste. ça, on va le comprendre, hein, parce qu'on le répète quand même souvent dans le bouquin, Oui. mais je pense que c'est important parce que ça, c'est quand même la base de tout. Une autre grille de lecture. Ce n'est pas le cerveau qui produit la conscience est première et notre cerveau va capter ces champs de conscience. Et qu'est-ce qui se passe justement au moment où on meurt? Bah, le cerveau, il est hors d'état, voilà, il est HS, quoi. Il est hors service. Et du coup, c'est comme si l'inhibition du cerveau, elle était terminée et que notre conscience pouvait à nouveau s'expanser. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans des tas d'expériences de transe ou d'ouverture de conscience qui sont vécues dans différentes circonstances. Soit des transes chamaniques, soit des fois dans la méditation, des montées de Kundalini, justement l'expérience de mort imminente, mais aussi les sorties hors du corps, des expériences sous psychédéliques, sous hypnose. Donc, il y a des tas de façons d'ouvrir sa conscience et d'être un peu plus grand à niveau et voilà, de comprendre qu'en fait, il y a d'autres états de Et conscience dans lesquels on est. de se préparer au voyage final, finalement. En plus, oui, tout à fait, tout à fait. Donc, en fait, les scientifiques l'auraient montré, mais en fait, pour l'instant, ils sont en train de chercher à des endroits où ils ne vont pas trouver les réponses. Mhm. Donc, ils ne vont pas vraiment pouvoir le montrer tant qu'ils vont rester sur l'idée que le cerveau produit la conscience. Là, ils sont mal barrés, quoi. Donc, l'idée, c'est de se dire, on peut donc élargir la perspective en étudiant les choses de façon scientifique, c'est-à-dire avec une méthode scientifique, où on va effectivement peut-être faire une étude sur certains points précis et commencer à se dire, bon alors, mais avec l'idée de base que le cerveau n'est qu'un exécutant et que ça ne se passe pas au niveau du cerveau. Donc là, ça va être intéressant d'aller chercher différemment. Et peut-être que là, on va commencer à pouvoir prouver des choses. Alors, par exemple, tu vois, toutes ce qu'on appelle les capacités PSI, Mhm. ces capacités soi-disant paranormales, comme la télépathie, la psychokinèse, qu'est-ce qu'il y a d'autre, la vision à distance, enfin, il y a toutes ces capacités-là, elles ont été étudiées scientifiquement. Ça, on en parle dans le livre La vie après la mort, hein, l'avant-dernier livre. Eh bien, D'accord. là, il y a des preuves scientifiques, c'est-à-dire qu'il y a des Oui. études qui prouvent la télépathie, la psychokinèse. Eh bien, elles ne sont toujours pas prises en compte. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut faire en plus. Il faut peut-être encore refaire et montrer que ça existe, que c'est vrai, c'est prouvé scientifiquement. Hein, il y a des études, notamment l'étude sur les poussins de René Péoc. Elle est connue, cette étude. En fait, c'est des poussins qui ont été élevés avec. Ils n'avaient pas la poule, enfin, ce n'est pas la poule. Il y avait un petit robot
qui était là au milieu d'eux et qui donnait à manger. Et en fait, à un moment, le petit robot, il a été mis loin des poussins. Alors ça a été reproduit un grand nombre de fois, hein, donc c'est reproductible. Ça veut dire qu'à chaque fois, ça marche. Et ben, par la pensée, alors on ne sait pas comment les poussins, ils ont réussi à attirer l'objet, le robot, alors que ce n'est pas un être vivant. Cette étude, elle est géniale, parce qu'elle est rigolote en même temps. Et pour qu'ils viennent, donc statistiquement, ils ont réussi plus souvent à faire arriver, il y avait un mouvement aléatoire, si tu veux, du petit robot. Ils ont réussi à l'attirer, c'est-à-dire que ta pensée peut avoir un effet sur la matière. Oui, et ça ouvre aussi d'autres choses possibles, hein, du coup. D'autres choses possibles, voilà. Mais c'est pour dire qu'il y a des choses comme ça qui sont prouvées scientifiquement. Donc, on ne peut pas dire si c'était vrai, les scientifiques l'auraient montré. Ils l'ont montré. Ils l'ont montré. Et on n'y croit pas. Donc, ce qu'on se dit toujours, c'est, ça c'est vraiment le truc qu'on répète, mais pour un sceptique, aucune preuve ne sera jamais suffisante. Non, c'est Pour certain. un croyant, aucune preuve n'est nécessaire. Donc, on peut être entre les deux, c'est-à-dire qu'on peut se poser des questions, on a le droit d'avoir des doutes, et moi, je le comprends tout à fait, et heureusement qu'on n'est pas comme ça, gaga, et croire n'importe quoi. Mais en même temps, quand il y a des choses qui ont été démontrées, ben, à un moment, on se dit, Ce OK, serait intéressant à tout le moins d'en quand prendre même. compte. Ouais, c'est Ouais. ça. C'est ça. Mais du coup, ça nous amène à des gens qui ne sont pas nécessairement dans le scepticisme pur et dur, mais bien qui n'ont jamais vécu de Oui, contact oui. et qui donc se disent, oui, mais voilà, moi, je ne peux pas en faire l'expérience puisque je ne l'ai jamais vécu et il n'y a pas de Oui. raison que je le vive maintenant plus qu'avant. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des personnes, donc on parle du fait que euh, quand des gens sont morts, très souvent, dans les jours et les semaines qui suivent, il y a des contacts. Surtout quand les personnes étaient très proches, hein, un conjoint, un enfant, un parent. Souvent, il y a des contacts. Et puis, il y a des gens qui vont dire, bah, moi, justement, j'ai jamais eu de contact, donc j'aimerais bien, mais j'en ai jamais eu, donc j'ai du mal à y croire, quoi, en fait. Ce serait génial. Alors déjà, premièrement, je pense qu'il y a des personnes qui ont des contacts, mais qui ne sentent pas que c'est des contacts, ou qui se disent, Ouais. non, j'ai inventé, ou c'est pas possible, c'est une coïncidence. C'est ça, Alors, le sceptique pur voilà, et dur, c'est ce qu'il va dire. Mais c'est une voilà, c'est coïncidence. ça, c'est ça. Et puis, c'est vrai que c'est difficile de se dire, oh, mais quand même, c'est étonnant, comment c'est possible, quand même. Voilà, il y a quand même toujours une part de nous qui se met en doute. Et finalement, cette part, bah, peut-être qu'elle doutera toujours et qu'on pourrait la laisser douter. Finalement, le doute. Voilà, c'est son boulot, quoi. On va le laisser faire. Bon, mais alors, donc, les personnes qui disent ça, c'est vrai que déjà, elles peuvent essayer de chercher des contacts, peut-être si elles n'en ont pas eu spontanément, soit en allant voir un médium sérieux, soit en utilisant des techniques, notamment le MDR. Moi, j'utilise le MDR dans mes séances pour traiter des traumatismes, notamment les deuils pathologiques. Et il est arrivé qu'il y ait des contacts. Donc ça, c'est quand même assez fascinant. Alors qu'on va chercher, hein, tout d'un coup, il y a la personne qui apparaît dans l'esprit et qui parle. Et rien que ça, et alors que la personne qui consulte ne s'attendait pas du tout à vivre ça. Elle était juste en train de travailler sur son émotion et tout d'un coup, il y a ça qui arrive. Donc, c'est vrai que des contacts, peut-être qu'on en a, mais qu'on ne les perçoit pas ou qu'on ne les prend pas au sérieux, déjà. Et puis, je crois que plus on a envie de contact, finalement, peut-être que moins il y en a. Parce que c'est un peu comme si on saturait l'espace autour de nous de l'attente d'un contact. Et puis, du coup, il ne peut rien se passer parce qu'on est tellement en train d'être dans notre espoir que ça ne se passe pas. Donc, bon, alors, il y a en effet médium, il y a aussi la transcommunication hypnotique, par exemple, de groupes d'hypnose que propose Jean-Jacques Charbonnier. Alors là, moi, j'ai eu des personnes proches que je connais qui ont pratiqué ça, enfin, qui l'ont fait et qui ont notamment une personne qui s'appelle Cindy Nicolas. Elle a écrit un livre après avec Christophe Coste là-dessus. Et elle a vécu un truc de fou, quoi. Donc, rien qu'en étant sous hypnose. Alors, ça marche pas pour tout le monde, voilà, et on n'est pas tous suggestibles de la même façon.
Mais il y a quand même pas mal de façons d'avoir au moins, ou des fois dans un rêve aussi, hein. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Enfin, moi, perso, j'ai vraiment vécu parce que quand on a écrit le bouquin La vie après la mort, au cours de l'écriture de ce livre, j'ai vécu la mort d'un proche, mon frère, en fait, qui est mort accidentellement. Euh, et du coup, c'était fou, quoi, parce que j'avais des cartes postales qui arrivaient. C'est-à-dire que c'est des cartes postales qu'il avait écrites. C'est pas arrivé comme ça s'est pas matérialisé comme ça. Mais je les retrouvais à des endroits où elles n'avaient rien à faire, enfin, où il n'y avait pas de raison qu'elles soient là. C'était fou, D'accord. quoi. J'avais des souvenirs, par exemple, des souvenirs de notre enfance qui arrivaient, drôles, dont je me rappelais plus du tout. Et tout d'un coup, j'avais ça à l'esprit et ça me faisait rire. Ah, mais ouais, je me rappelle. Je me disais, mais c'est pas possible. Et ça, on pourrait dire, bon, bah, c'est comme ça, c'est un hasard. Mais non, moi, je sentais que c'était envoyé. Oui. Et puis, j'ai eu un rêve, un moment où justement, il est apparu. Bon, là, je le raconte comme ça parce que, bon, mais j'adore en fait. Il est apparu et presque un peu en colère en disant mais il faut aller, faut arrêter de dire que je suis mort, je ne suis pas mort. Et je me disais, mais oui, mais c'est fou quand même, parce qu'on parle entre nous, en famille, oui, il est mort, nanana, c'est dur. Et il était là, mais non, quoi, il n'y a pas de mort. Bon, alors quand je dis ça, évidemment que là, ça paraît, c'est juste mon témoignage, c'est juste, on va dire, ah non, mais elle a rêvé, voilà, ou bah oui, c'est des coïncidences, elle est tombée sur des trucs, elle invente. Mais il y a une subtilité dans les choses. Et si on est ouvert à se dire, ok, peut-être que c'est quand même pas des hasards, que c'est pas des coïncidences, on sent ça en fait. C'est plus de l'ordre du ressenti. Là, on n'est pas dans des preuves ni des choses comme ça. Mais voilà. Dans ce cas-là, peut-être que c'est intéressant de se dire si ça me fait du bien de le croire. C'est Ouais, bien de continuer à le croire. mais c'est même pas de le croire parce que tu vois, on n'est pas là. Moi quand je Donc vis des choses comme ça, juste, je suis troublée, quoi. Je me dis, Oui, attends, c'est juste. Et on ne peut pas dire c'est que de la croyance pour me rassurer ou pour, tu vois. Oh, bah, je ne sais pas pourquoi mon ordi s'énerve là. Voilà. pas grave, on a un petit bruit de fond, mais peut-être Ouais. que Ah, quelqu'un c'est est mon en frère. train de nous dire quelque chose. Ouais, coucou. Coucou à toi, on ne sait pas qui tu es, mais voilà. Alors, l'argument aussi, c'est personne n'est jamais revenu de la mort. Et là, je Mhm, pense que il n'y a pas finalement énormément de choses à explorer puisque mhm, mhm. l'EMI, enfin, Ouais, moi, c'est comme ça que oui. je l'ai pensé en te lisant. Mais l'EMI, c'est revenir de la mort quelque Mhm, part. mhm. Oui, c'est ça. Quelqu'un, souvent, les gens ils disent, bah, on ne sait pas ce qu'il y a après la mort, vu que personne n'en est jamais revenu. Ah, c'est de bon sens de dire ça. Bah oui, Ah, c'est vrai, en fait, il n'y a personne qui est revenu. Ah si, si, si. Et en fait, là, ce qu'on explique surtout, c'est que la mort n'est pas un processus de tout ou rien. Euh, c'est toute une zone de transition qui commence bien avant le moment de la mort et qui se prolonge encore après. Et donc, effectivement, il y a quand même un moment, quand les gens font une EMI, on leur dit, si tu dépasses cet endroit après, tu ne pourras plus revenir. Donc, c'est vrai qu'il y a un moment où il y a une bascule. Mais en fait, ce qu'on comprend justement, c'est qu'on peut avoir aussi des infos sur après la mort à travers des messages par des médiums. Ça, c'est pareil, hein, il y a des études scientifiques. Hein, on n'est pas juste en train d'être dans des croyances. Il y a beaucoup de médiums qui ont été étudiés de façon hyper sérieuse parce que justement, on est dans des sujets qui prêtent à, où on peut dire, ouais, c'est facile de dire, hein, mais, donc avec sulfureux. des tas de double aveugle, triple aveugle, il y a des bouquins maintenant là-dessus. Les études sur les médiums, c'est fascinant. Hein. Alors, tous les médiums ne sont pas tous sérieux. Je sais bien qu'il y a des gens qui se disent médiums, que ce n'est pas forcément vrai, etc. Mais bon, donc on a quand même aussi des contacts avec des défunts. Il y a des gens qui ont des messages, il y a des gens qui sont des canaux aussi, qui reçoivent des messages.
et qui ne peuvent pas inventer ce qu'ils écrivent, quoi. Bon, alors ça, c'est encore tout un domaine, pareil, on peut remettre en doute. Donc, on a des infos quand même sur ce qui se passe après. En TCH, là, la transcommunication hypnotique, la personne, quand elle a revu des défunts de sa famille, elle a plein d'infos sur qu'est-ce qu'il y a après. Je vous invite à lire les livres du père Brune. Je ne sais pas si tu vois qui c'est, le père Brune. Oui. Il est décédé il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Oui. Et il a écrit 2 livres super intéressants qui s'appellent « Les morts nous parlent » à travers des tas de façons différentes. Donc, on a des infos. Voilà. Donc, on peut avoir des infos sur ce qui se passe après. Mais les EMI, en effet, les gens, ils commencent le processus du mourir parce que c'est un processus. Et puis, finalement, ils reviennent parce que ce n'est pas le moment. Ils réintègrent leur corps physique et voilà, ils repartent jusqu'à la fin de leur vie. Mais il n'y a pas, on ne sait pas parce que personne n'en est jamais revenu. Même s'ils ne sont pas morts, ils ont traversé cette transition. Ils ont commencé à mourir. Commencé à partir, quoi. Et donc, en fait, c'est vrai, l'exemple qu'on donne, c'est rigolo aussi de se dire, c'est comme si tu disais, je suis partie en Tunisie et que ton voisin il te dit, non, tu n'es pas parti puisque tu es revenu. Si, je suis allée en Tunisie. Je suis allée. Alors, peut-être qu'effectivement, mon avion, il a atterri et que en fait, finalement, les frontières étaient fermées. Enfin, je sais pas, j'invente, mais et que finalement, on a dû reprendre l'avion et rentrer. On n'a pas pu visiter tout ce qu'on voulait visiter, mais je suis quand même allée en Tunisie. Tu vois, bon, c'est vrai que c'est une façon de… Oui. Et puis, pour ceux desquels tu expliquais qu'ils allaient se balader dans le cosmos avec un être de lumière, etc., là, on peut dire qu'ils ont passé les vacances… carrément, bien sûr, bien sûr. Ouais. Dans l'après. Oui, tout à fait. Et puis, tu sais, on aurait d'autres personnes aussi à écouter. Je trouve que les 2 grands phénomènes, je trouve les plus forts et les plus intéressants à étudier sont vraiment les EMI et les sorties hors du corps. Oui. Parce que les sorties hors du corps, c'est des gens qui ne sont pas en état de mort, qui ne vont pas mourir, mais qui vont traverser des plans d'existence où il se passe des choses, où ils rencontrent des gens, etc. Et ce n'est pas du rêve ou tu vois ce que je veux dire. Et là, il y aurait aussi des façons de travailler scientifiquement sur ces personnes-là, ce serait génial. En même temps, ce n'est pas si évident parce que ce n'est pas des phénomènes toujours volontaires. Donc, c'est ça qui est compliqué d'étudier scientifiquement avec les méthodes scientifiques qui sont actuelles. C'est très compliqué en réalité. Donc, il faudrait peut-être inventer aussi d'autres méthodes scientifiques. Oui. Voilà, tout à fait, qui soient adaptées. On peut être très créatif et peut-être vraiment réussir à montrer des choses, quoi. Mais il y a un livre qui existe sur un Suisse dont j'ai oublié le nom qui sort. C'est Nicolas Fraisse. Voilà, oui, voilà, c'est quelqu'un qui a été étudié scientifiquement par des chercheurs pendant plusieurs années. Et leur livre est super intéressant. Hein. Donc, je sais plus Voyage aux confins de la conscience, je crois, un truc comme ça s'appelle. Et en effet, voilà, il peut… alors, il y a un sujet, tu vas étudier. Et puis, eux, en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'ils ne sont pas financés. Non, bien Donc, sûr. la recherche, ça demande de l'argent, ça demande de pouvoir aussi… et il n'y a pas de budget, quoi. Donc, ce serait pas mal de pouvoir quand même allouer des budgets pour ce genre de choses parce que ça concerne tout le monde. Moi, c'est ça qu'on a du mal à comprendre avec Olivier. On se dit, mais quand même, comment c'est possible que de nos jours, on sait qu'il y a tous ces phénomènes, on en parle de plus en plus, et qu'il n'y ait pas plus de pression pour qu'on étudie ça. C'est quand même fou, quoi. Alors, ça nous mène au dernier argument, qui est que ça fait peur, et pourtant, c'est l'inverse que ça devrait faire, puisque finalement, ce que les gens qui reviennent racontent, c'est non seulement très beau, mais en plus, moi, je sais que j'ai lu certaines choses disant que des gens qui avaient eu le choix de rester ou de passer de l'autre côté ou de revenir, et qui avaient choisi de revenir par rapport à de la famille ou des choses comme ça, étaient alors investis d'une mission pour le collectif généralement. Et donc, on peut se dire, mais de l'autre côté, c'est vachement plus sympa qu'ici, quelque part. Oui, c'est ça. Alors,
c'était la grande frayeur de Raymond Moody quand il a écrit son livre La vie après la vie. Il a eu une peur pas possible. Il s'est dit, mais je vais initier une vague de suicide, quoi. Parce que les gens, ils vont se dire, ah, c'est tellement génial, j'ai envie de repartir tout de suite de là d'où je viens. Mais bon, alors, oui, il y a des gens qui disent que ça leur fait peur parce que c'est quoi qui fait peur? C'est l'inconnu. On ne sait pas, donc on préfère rester dans quelque chose qui n'est peut-être pas folichon, mais un peu familier. Et puis voilà, on se dit, bon, ben, on connaît ce qui se passe. Oui, c'est peut-être dur la vie sur la, sur la planète, mais je préfère pas savoir ce qu'il y a après parce que ça me fait peur. Peut-être qu'on a peur aussi de se dire, bah, en fait, ça veut dire que s'il se passe quelque chose après la mort, ça veut dire qu'il y a peut-être des conséquences aussi à ce qu'on vit ici. Ça donne une autre perspective aussi sur notre vie. Parce qu'on parle de la vie après la mort, mais il faut aussi se dire la vie ici et maintenant, en train de vivre notre Bien expérience sûr, bien sur sûr. cette planète, qui est hyper importante, cette expérience. On est venu la faire, on a des bonnes raisons. Alors après, on aimerait bien s'en rappeler, peut-être des fois des raisons pour lesquelles on est là. Oui. Mais c'est peut-être un défi aussi d'ouvrir notre conscience et de commencer à mieux comprendre qu'est-ce qu'on fait là. Et donc après, chacun va trouver ses propres réponses. Et, et en effet, ce que j'ai envie, moi, d'apporter avec ce livre notamment, c'est une vision beaucoup plus lumineuse de la mort, Mhm. d'arrêter d'avoir peur de quelque chose qui nous a été montré et qu'on a toujours vu comme une punition, une fin terrible, tu vois, le truc terrible, quoi. Mourir, ça fait peur parce qu'on se dit, mais oh là là, il n'y a plus rien. Mais en effet, ça, ça- ça nous oblige après à regarder notre vie d'une façon complètement différente. Et c'est peut-être ça qui est dérangeant dans le fait de savoir qu'il se passe quelque chose après la mort. C'est que tous nos buts, tout ce à quoi après on court, est-ce que c'est si important finalement? Est-ce que c'est ça qu'on est venu vivre comme expérience ou pas? Parce que là, ça commence à, à interroger, à se dire, mais en fait, tout ce que je crois utile et nécessaire au niveau matériel, par exemple, je ne vais pas l'emmener après. Hein, si Non, bien je vis ma vie pour accumuler des richesses, etc. et tout, et après, finalement, c'est quoi le but? Qu'est-ce que je vais en faire après quand je vais partir? Bah, je ne vais pas les emmener avec moi. Et donc, il y a peut-être une compréhension après différente de justement qu'est-ce que c'est la vie, qu'est-ce qu'on fait là. Et bon, bah, ça peut bousculer beaucoup, quoi. Et de comprendre qu'on court peut-être après des choses qui sont des illusions et ça remet tout en perspective. Oui, et si on n'a plus peur de la mort, il y a aussi des tas de choses qui n'ont plus autant d'importance dans le fait de mourir. Tu vois, j'entendais ce matin une chronique sur France Inter. Mm. Le chroniqueur racontait qu'il y avait une société qui construisait des bunkers dans le sud de la France et qu'ils avaient vu leur commande exploser depuis le début de la guerre en Ukraine et de la menace atomique. Mm. Et tu Mm. te dis, ben, et avec beaucoup d'intelligence, il disait finalement, moi, ça ne m'intéresse pas de me faire construire un bunker parce que rester le dernier quand tout le monde est parti pour quand même m'en aller, je ne vois pas l'utilité. Mais c'est clair, ouais. Et Mm. c'est vrai que si tu te dis, mais non, mais ça va mourir, c'est pas le truc ultra Mm. souffrant qu'on Mm. imagine et la fin de Mm. tout. Mm. Ben, ok, quand le Mm. moment est venu, le moment est venu et Complètement. Mm. ça ne s'arrête pas, c'est pas quelque chose qui s'arrête. Mm. C'est C'est ça. euh, c'est un Mm. peu comme les vacances dont tu parlais, hein, Mhm. ben là, peut-être que c'est le boulot qui se termine, on prend la retraite, je sais pas Oui, comment. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bah, oui, parce que de toute façon, une expérience humaine, d'un point de vue, on va dire, plus élevé, c'est un clin d'œil, quoi. Bien sûr. Nous, c'est 80, 90 ans, 100 ans, mais c'est rien en réalité. Non, Alors, bien sûr. à un moment, peut-être que nous, ça nous paraît long quand on est là, on se dit OK, mais quand on commence à avoir un peu une ouverture justement de vision sur, tiens, mais en fait, si ça se trouve, le voyage continue autrement ailleurs et c'est une aventure encore, on continue et puis on comprend des choses, notre évolution. Et en fait, ça finit pas. Alors peut-être qu'on se dit, oh, moi j'en ai marre, j'ai pas. Parce qu'il y a des gens, ils ont ça aussi. Ils vont dire, ah, mais j'ai pas envie que ça continue parce que alors,
c'est épuisant, quoi. C'est épuisant. Oui, Moi, j'ai envie que ça s'arrête, quoi. mais c'est peut-être Et le corps de matière qui est épuisant aussi. peut-être, peut-être. Et puis en même temps, je sais que après avoir lu beaucoup de choses, qu'il y a des zones de repos. On peut se reposer si on veut se reposer le temps qu'on veut, quoi. Il y a pas de souci. On fait comme on veut. D'accord. On est une conscience en expérience. Donc, si on a envie d'expérimenter le repos on pourra le faire. Il y a pas de souci. Et en fait, se dire ça me fait peur, moi je pense que ce qui fait peur, c'est de se dire que s'il y a vraiment quelque chose après la mort, ça veut dire que ma vie, et ben j'ai pas besoin d'avoir peur de vivre aussi, Bien sûr, là maintenant. Parce que toutes nos peurs, en fait, la peur, en dessous de toutes les peurs, c'est la peur de mourir. c'est la peur de mourir. Oui, oui, bien Mhm. sûr. Alors là, on se dit OK, donc en fait, on peut commencer un peu à se régaler, puis à se dire, bah, il y a plein de choses qui sont possibles, allons-y, quoi. Et pourquoi suivre absolument, les rails qu'on nous donne là comme, il faut gagner tant, il faut avoir ci, il faut avoir la Rolex et le machin et alors après, qu'est-ce que je fais? Bah, évidemment que non. C'est évidemment pas ça qui est venu expérimenter, un humain sur la terre. Peut-être qu'on peut venir jouer il y a des gens qui peuvent s'amuser énormément à gagner plein d'argent et puis Oui, c'est voilà, super. À un moment, ça a une limite. Ça a une limite à un moment. mais peut-être que finalement, si on suit notre joie, Oui. on expérimente ce qu'on est venu expérimenter. Exactement. Si, je sais pas moi, quelqu'un qui s'éclate avec l'apparence, la Oui, mode, c'est très créatif, qui aime s'habiller, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, il n'y a rien de mauvais dans tout ça. non, Euh, mais l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce que je veux expérimenter en étant oui, moi, oui, oui, ici? tout à fait. Voilà. Et du coup, on se dit, OK, mais en fait, j'ai tout là dans les mains, allons-y. Qu'est-ce que j'ai pas peur de tenter, d'oser, d'essayer parce que ça, c'est quelque chose l'explorateur, il essaye. Il a juste pas peur de se planter, de se tromper parce qu'il s'en fout. Il essaye, il commence une voie et puis ça marche pas, bah, il revient, il essaye autrement et cetera. Puis à un moment, il comprend: «Tiens, voilà, j'ai essayé plein de trucs, ça marche, ça marche pas». Mais il se fout de tout réussir du premier coup ou d'être le meilleur. Ça n'a aucune importance, en fait. Bien sûr. Et c'est vrai que le fait d'ouvrir justement nos consciences sur, on n'est pas, c'est pas terminé à la fin de notre vie. Évidemment, c'est cette expérience-là qui se termine. Peut-être avec ce personnage-là, OK, mais allons au-delà. On ne va pas s'identifier juste à notre petite personne là. Tout à fait. Mais en même temps, moi, je trouve que là, c'est intéressant aussi parce que c'est là que la spiritualité et la psychologie se rejoignent. Parce que du coup, Exactement. c'est OK, mais il se fait que dans l'instant, je suis ce personnage. C'est Et donc, ça. ce personnage, Ah, qu'est-ce qu'il vit? ouais. Et qu'est-ce qu'il a envie de vivre? Et ça aussi, c'est important. Mmh. Qu'est-ce qu'il a envie de vivre et puis à quoi il a envie de jouer. Parce que du coup, ça Oui, devient joyeux. Ça devient waouh, tu sais, c'est comme tu joues à un jeu vidéo et tu crois que tu es l'avatar avec lequel tu joues. Quand tu joues à un jeu vidéo, tu choisis un personnage. Des fois, tu mhm, peux même l'habiller, tu peux choisir comme quels cheveux il va avoir, nanana, quel costume. Et puis après, tu commences à jouer. Et c'est comme si tu commençais à te dire, je suis le personnage dans le jeu, tout à mais fait. tu es le personnage dans le jeu, mais OK, mais tu es aussi celui qui tient les manettes et qui joue. Et puis, si on va encore plus loin dans la métaphore, tu es aussi celui qui a conceptualisé le jeu. Le jeu. Donc, tu vois, on va là-dedans. Et cessons de croire qu'on est le petit personnage dans le jeu. Il faut pouvoir avoir un personnage pour jouer. C'est génial, il faut pouvoir. Et en plus, il est génial ce personnage. On peut vraiment l'utiliser dans toutes ses facettes possibles. Mais l'idée, c'est de ne pas s'identifier totalement au personnage. Donc, mais par contre, de ne pas oublier que le personnage, il est important. Oui, Parce que oui. c'est toujours cette idée, tu vois, il ne faut pas avoir d'ego, oh là là. Non, c'est important d'avoir un ego pour jouer. D'être en paix avec lui. D'en faire Voilà. un allié plutôt qu'un adversaire. Alors, effectivement, peut-être qu'au moment où on meurt, bah, déjà, le corps ne sera plus notre corps là qu'on a. Notre psychisme, donc nos émotions, nos mémoires de notre expérience vont continuer. Donc, on a quelque part quand même notre personnalité, mais on ne sait pas si après, ça ne va pas se dissoudre. Et donc, ça, ce sera après et on verra bien. Mais en tous les cas,
la conscience, et ça rejoint le tout premier livre qu'on a écrit avec Olivier, elle est immortelle. C'est intéressant de toucher ça. Et la conscience n'a pas de forme. Oui, oui, tout à fait. Elle peut aller dans tout ce qu'elle veut. Et tu parlais d'empreinte mémorielle, et là, moi, je trouve que c'est intéressant de penser à tout ce qui peut se passer au niveau transgénérationnel, qui pour moi montre de toute façon qu'il reste quelque chose, parce que ça peut sauter une génération, donc on est dans quelque chose de une voire plusieurs, de pleinement inconscient, donc voilà, il reste de toute façon quelque chose de nous, toujours. Oui. Et nous sommes ce qui a été là avant aussi. Oui, tout à fait. Là, tu es en train de toucher quelque chose qui s'appelle la mémoire. Et ça, ce serait génial aussi d'étudier beaucoup de plus près. Qu'est-ce que c'est la mémoire? C'est hyper important parce que la mémoire, c'est des champs d'information. La mémoire n'est pas dans le cerveau, encore une fois. Dans les neurosciences, on étudie le cerveau, puis on dit ça, l'hippocampe, c'est le centre de la mémoire. Et en fait, tu ouvres un cerveau, elle est où la mémoire? Il n'y a pas de clé USB avec des infos dedans. Hein. Donc, le cloud, il est ailleurs, si tu veux. Et des mémoires, il y en a peut-être dans notre corps. Il y en a dans notre corps physique, il y en a dans le corps énergétique, il y en a dans… Donc, la mémoire, c'est vachement intéressant quand même. Et de se dire qu'en effet, nos émotions aussi sont très importantes parce qu'elles connectent les mémoires et elles maintiennent souvent une mémoire en place. Bon, après, là, on passe dans autre chose qui est plus d'ordre de justement comprendre comment marche une thérapie. C'est quand on arrive à libérer une mémoire de la charge émotionnelle. Mais l'histoire, elle restera toujours. En fait, il y a des champs. Tu sais, il y a des… comment il s'appelle je ne sais plus le nom de la personne qui parle des champs morphogénétiques ou des champs akashiques. Tu sais, on parle de mémoire universelle. Tout à fait. Et on pourrait peut-être aussi dire que notre âme, en tout cas, moi, je la vois comme ça, c'est notre grande mémoire de toutes nos expériences. Oui, oui, oui. De notre conscience individuelle et puis après, toutes les expériences collectives. C'est elle qui a les clés de l'akasha quelque part, puisque voilà, hein, il faut qu'elle puisse se retrouver dans la bibliothèque. C'est ça. Et donc, ça veut dire que toutes les expériences qu'on vit dans cette vie-là concrète et très matérielle, dans la matière, toutes ces expériences-là, elles sont en mémoire quelque part. La revue de vie, quand les personnes vivent la revue de vie, c'est fou. Elles disent, mais dans le moindre détail, des choses qu'elles ne se rappelaient plus du tout, de l'enfance ou des interactions avec telle personne. Et elles vivaient à la fois leur façon de voir les choses, mais aussi ce que ressentait la personne pendant ce temps. Personne, oui, c'est fascinant d'étudier juste ce petit moment de l'EMI qui s'appelle la revue de vie. Sacrée leçon, quoi. C'est ce qu'on pourrait peut-être appeler le jugement dernier. Tu sais, peut-être que c'est ça dans les religions. Oui. Il n'y a aucun jugement. On est face à soi-même, ou soi-même est face à soi-même. Exactement. Et c'est simplement pour pouvoir comprendre par empathie. Et voilà, je comprends mieux quand j'ai envoyé ça, il s'est passé ça, etc. Et les gens qui reviennent, très souvent, ils ont une toute autre attitude après avec les autres. Ça, c'est fascinant. Ils ont perçu l'impact de leurs actes, de leurs paroles sur… de leurs pensées, de leurs attitudes, de leur amour. Et ils ont surtout compris qu'en fait, toi et moi, finalement, c'est la même chose. C'est la conscience qui se regarde en miroir, mais on est de la même origine, en fait, on est la même chose. C'est à ces niveaux-là que tu peux vraiment le comprendre et le sentir. Après, ici, dans l'expérience, on est de nouveau séparés. C'est génial pour jouer. Il faut bien qu'on soit deux personnages. Au moins. Oui, au moins. Voilà. Marie-Odile, je te propose qu'on s'arrête là, sauf si tu as envie d'ajouter quelque chose encore. Je trouve que c'est déjà pas mal. Hein. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Et puis ça donne une ouverture pour plein d'autres sujets aussi. Hein? Donc, bienvenue, bon retour quand tu veux. Ouais, d'accord. Avec le magazine. Avec plaisir. Et puis, merci à toi pour toutes ces informations. Je souhaite un très bon succès à ce livre
Mais je pense qu'il va en avoir un parce que ça répond à des tas de questions que tout le monde se pose et de manière très accessible pour le coup. Oui, voilà, c'est ça. Et Et ça, c'est génial. en fait, moi, mon souhait, c'est que ce livre il puisse être partagé parce qu'il peut aussi être un support après de discussion Tout à fait. et qu'il puisse être une invitation aussi à aller s'informer, à aller chercher plus loin. Oui, Voilà. oui, oui. Oui, je tiens à préciser qu'il est très, très riche en Mhm. références et donc voilà. ça permet d'approfondir les sujets qui sont les plus intéressants pour les uns et les autres. Ouais. Ok, eh ben, je te remercie. Merci à toi. Je te dis à bientôt. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir.